Le milliardaire frappa violemment du poing sur la table vernie. « Est-ce que quelqu'un ici parle japonais ?» Silence. Des regards nerveux se croisèrent dans la salle, mais personne ne répondit. Puis, à l'extrémité de la salle de conseil, une petite silhouette bougea. Clara Dubois, une fillette de 10 ans aux cheveux blonds, la fille de la gouvernante, était ignorée et sous-estimée par tous. Son uniforme était simple, sa présence discrète, presque invisible. Personne ne s'attendait à ce qu'elle parle, et pourtant, lorsqu'elle le fit enfin, toute la pièce se figea. Même la fureur du milliardaire s'éteignit, remplacée par l'incrédulité. Juste une petite pause avant que je n'oublie. Si vous aimez ce genre d'histoire de dépassement et de justice, merci de laisser un j'aime et de nous dire en commentaire d'où vous nous regardez. Et si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer la vidéo spéciale de demain. Je vous garantis que vous ne voudrez pas la rater. Maintenant, reprenons. Le sol en marbre du hall du Grand Hôtel de la Seine brillait d'un éclat si poli qu'il semblait absorber la lumière du matin pour la renvoyer en reflets doux. De hautes portes vitrées tournaient avec un léger chointement tandis que les clients entraient et sortaient, un flux constant de manteaux sur mesure, de valises à roulettes et de chaussures martelant un rythme vif et assuré. Au milieu de l'agitation, dans un coin reculé entre un ficus en pot et le pied du grand escalier, une petite silhouette travaillait silencieusement à genoux. Un chiffon blanc décrivait des cercles lents et délibérés sur la bordure en laiton d'une roue de chariot à bagages. Les manches de la fillette étaient soigneusement retroussées, non parce qu'elle était pressée, mais parce que sa mère lui avait appris ainsi. Le travail doit être bien fait ou pas fait du tout. Elle s'appelait Clara Dubois, 10 ans. Ses cheveux, d'un blond pâle, fins comme de la soie de maïs, étaient retenus par un simple ruban, mais quelques mèches rebelles s'échappaient sans cesse. La climatisation de l'hôtel les faisait frissonner chaque fois qu'un client passait trop vite. Elle portait un chemisier blanc impeccable et une jupe grise simple qui lui tombait juste sous les genoux, ainsi que des chaussures en cuir noir poli presque autant que le laiton qu'elle nettoyait. L'uniforme n'était pas vraiment le sien. C'était un ancien uniforme de sa mère, réajusté avec soin. Sa mère, Madame Dubois, était gouvernante générale de l'hôtel depuis 8 ans. Le week-end, quand Clara l'aidait, elle n'était qu'une paire de mains de plus, petite, silencieuse, invisible. Autour d'elle, le monde poursuivait son cours. 2 hommes d'affaires poussèrent leurs valises sans ralentir. L'un d'eux riait trop fort à quelque chose sur son téléphone. Un groom passa en courant, évitant de justesse son seau sans lui jeter un regard. Près de la réception, sa mère s'adressait à un client en français hésitant mais patient. Sa voix semblable à un fin ruban de calme au milieu du vacarme du hall. L'odeur de cire citronnée imprégnait la peau de Clara, vive et propre, masquant le léger relent métallique du laiton qu'elle astiquait depuis le matin. Elle ne se pressait pas, son rythme était le sien, indifférent au mouvement autour d'elle. Chaque roue de ce chariot brillerait, pas seulement les parties visibles. Une voix aiguë traversa le hall. « Est-ce que quelqu'un ici parle japonais ?» Une femme coiffée d'un large chapeau crème se tenait au comptoir de la conciergerie, ses mains gantées crispées sur la poignée d'une valise assortie. Le personnel derrière le bureau échangea des regards gênés. Un employé tout sauta. Personne n'avança. Clara ne bougea pas. Ce n'était pas à elle de parler. Pas ici, pas maintenant. Elle tordit son chiffon, l'eau s'égouttant doucement dans le seau et reprit son polissage. Personne ne la remarqua. Personne ne la remarquait jamais, mais cela allait changer. La frénésie matinale du hall avait sa propre musique et Clara connaissait la partition par cœur. À 9 heures, les congressistes s'éparpillaient en petits groupes, leurs badges oscillant à leur cou tandis qu'ils se dirigeaient vers les taxis. À 10 heures, les bus de touristes arrivaient. Des couples fatigués, vêtus de coupe-vent assortis, leurs voix mêlant allemand, espagnol et d'autres langues que Clara ne reconnaissait pas. À 11 heures, le flot changeait encore, le calme relatif entre les départs et les arrivées. Sa mère disait toujours que c'était le meilleur moment pour avancer. Clara termina le chariot et le remit à sa place près du comptoir des grooms. « Merci chérie », murmura Toby, le plus jeune groom, sans lever les yeux de ses étiquettes de bagages. Son ton était poli, automatique, comme on remercie quelqu'un qui vous tend une serviette. Clara hocha simplement la tête et se dirigea vers la rampe en laiton du grand escalier. Celle-ci s'enroulait dans un mouvement parfait, captant la lumière en éclat chaud là où elle brillait le plus. Elle commença par le bas, progressant marche après marche. De là, elle pouvait observer le hall sans en avoir l'air. Elle vit la manière dont les clients se penchaient légèrement vers le concierge ou ce rapide coup d'œil à la montre. Avant qu'un homme d'affaires ne se dirige vers l'ascenseur, les gestes des gens racontaient leur propre
propres histoires, à condition de savoir les lire. Un homme en costume sombre passa près d'elle sur les marches. « Faites attention avec ça, ne le rayez pas », dit-il sans ralentir. Ces mots n'étaient pas méchants, mais portaient ce ton habituel de ceux qui pensent qu'une correction est toujours nécessaire. Clara replongea simplement son chiffon, l'odeur citronnée montant vivement, et reprit ses cercles mesurés. En haut des marches, elle s'arrêta pour jeter un coup d'œil sur le hall. Sa mère se tenait près de la réception, esquissant un léger sourire à un jeune couple tandis que leur papier s'imprimait. La femme au chapeau crème n'était plus là. « Clara !» appela doucement sa mère. « Viens m'aider dans le couloir est !» Le couloir est était plus calme, l'air plus frais. La lumière entrait par de hautes fenêtres voûtées et se reflétait sur la moquette à motifs, les murs crème dorée exhalant le parfum léger des lys disposés sur les guéridons. Clara épousseta à chaque table à son tour ses pas silencieux. Elle aimait ce moment de la journée, le rythme régulier du chiffon sur le bois, l'allure paisible et sans hâte. Les gens passaient, parfois en lui adressant un bref signe de tête polie, souvent sans la remarquer du tout. Clara avait appris très tôt que cette invisibilité n'était pas un hasard, c'était ainsi que le monde s'organisait. Pourtant, elle écoutait. Elle écoutait toujours, on apprend beaucoup de cette façon. Le calme du couloir est fut brisé par le bruit de pas précipités, un rythme qui n'appartenait pas au personnel de l'hôtel. Clara leva les yeux de la table qu'elle époussetait et aperçut un homme d'âge moyen, vêtu d'un blazer de voyage froissé. Son front était plissé, sa démarche rapide mais incertaine. Il s'arrêta devant la première employée qu'il croisa, une femme de ménage poussant un chariot. « Japonais ?» demanda-t-il en tapotant sur son téléphone, puis en secouant la tête. « Vous parlez ?» Sa voix trahissait une frustration grandissante. L'employé jeta un regard à Clara, comme pour lui refiler le problème, puis détourna vite les yeux et indiqua vaguement la réception. « Désolé, monsieur, peut-être à l'accueil. » Mais l'homme ne bougea pas vers la réception. Il marmonna quelque chose en japonais, court, urgent, en se frottant la nuque. Clara ne voulait pas fixer, mais son ton avait un poids particulier. Elle reconnaissait quelqu'un qui essayait de ne pas céder à la panique. Il sortit une feuille pliée, couverte de caractères imprimés, pointa un paragraphe, puis son téléphone. Sa mère lui avait appris depuis longtemps. Parfois, aider signifiait qu'on vous remarquait, et parfois, il valait mieux rester en retrait. Mais ici, c'était différent. Personne d'autre n'était en mesure de combler l'écart entre le besoin de cet homme et les regards vides qu'il recevait. Elle posa son plumeau sur la table et fit un pas en avant, si discret que l'homme ne la vit pas tout de suite. « Excusez-moi » dit-elle doucement en japonais. Sa tête se tourna brusquement, ses yeux s'écarquillant en découvrant la fillette devant lui. Clara garda une voix calme, posée, répétant avec un ton légèrement plus clair, puis elle désigna le papier dans ses mains. « Puis-je » demanda-t-elle encore en japonais. L'homme le lui tendit sans hésitation, sa posture changea aussitôt, ses épaules raides se détendant, son regard se fixant à nouveau, concentré plutôt que frustré. Clara lut rapidement le paragraphe, ses lèvres bougeant à peine pour en saisir le rythme, puis parla dans la même langue concise et directe. Ils échangèrent 3 courtes phrases, pas plus. La tension de son visage se transforma en soulagement. Il s'inclina légèrement, murmurant un discret « merci » en japonais. Clara rendit le papier, inclina à peine la tête et se retira avant que quiconque d'autre ne la remarque. Mais quelqu'un avait vu. Au bout du couloir, un homme vêtu d'un gilet anthracite s'était arrêté net, un paquet de menus à la main. Sa tête était légèrement penchée, son regard fixé non pas sur le voyageur, mais sur la petite fille, qui époussetait à nouveau les lys comme si de rien n'était. L'homme au gilet ne bougea pas pendant plusieurs secondes. Il resta immobile au milieu du couloir, les menus équilibrés avec soin, les yeux rivés sur Clara. Grand, les cheveux sombres soigneusement coiffés en arrière, ses vêtements portaient cette élégance impeccable qui trahissait un cadre supérieur de l'hôtel. Sur son revers brillait une petite épingle dorée en forme de clé, le signe distinctif du maître d'hôtel du restaurant panoramique du Grand Hôtel de la Seine. Clara le connaissait de vue. Monsieur Lucien Voss, 37 ans, réputé pour sa précision et son flegme impénétrable. De là où elle se tenait, Clara pouvait voir que sa posture avait changé, pas de manière flagrante, mais assez pour qu'elle le remarque. Son poids reposait sur l'avant de ses pieds, comme s'il hésitait à s'approcher. Il ne le fit pas. Au lieu de cela, il observa simplement Clara terminer sa table, reposer soigneusement le chiffon sur son chariot et passer à la suivante. Son regard la suivit,
Mais son expression ne changea pas. Ce n'est que lorsqu'un serveur arriva derrière lui avec une question qu'il hocha brièvement la tête et continua vers l'ascenseur de service. Clara n'y pensa pas davantage. Les gens la regardaient parfois par simple curiosité de voir une enfant travailler. Il était plus facile de ne pas croiser leurs yeux. De retour dans le hall, elle se remit à polir le socle du comptoir de réception. Le laiton y était plus terne, marqué par des centaines de chaussures. Sa mère passa derrière elle avec une pile de draps, murmurant « C'est bientôt l'heure du déjeuner, tu pourras prendre ta pause après ça ». Clara hocha la tête. À l'autre bout du hall, Monsieur Voss parlait avec le personnel de la réception. Sa posture était détendue, mais ses yeux, lorsqu'il les leva, balayèrent brièvement Clara avant de se détourner. La femme au chapeau crème réapparut, cette fois accompagnée d'un homme grand en costume bleu ardoise. L'un des directeurs de l'hôtel, Monsieur Aldric Coursier. Tout en gestes fluides et sourire poli, mais la crispation de sa mâchoire lorsqu'elle parlait montrait que la conversation ne se passait pas bien. Clara capta quelques bribes. Client important perdu dans la traduction. Retard inacceptable. Elle continua son travail, mais ses oreilles restèrent attentives. Un groom passa en maugréant. Elle leur passe vraiment un savon. Clara ne dit rien. C'était ainsi qu'on restait invisible, les yeux baissés, les mains occupées et ses pensées pour soi. Pourtant, au fond d'elle, elle sentait ce léger changement dans l'air quand quelqu'un avait vu plus que ce qu'il n'aurait dû. Elle essuyait une table basse près des fauteuils du salon lorsqu'elle remarqua l'ombre en premier. Elle s'étendait sur le tapis devant elle, longue et immobile. Elle leva les yeux et découvrit Monsieur Voss, les menus disparus, les mains jointes derrière le dos. « Vous êtes la fille de Madame Dubois », dit-il, non comme une question, mais comme une affirmation tranquille. « Oui, monsieur », répondit Clara en se redressant légèrement, sans pour autant interrompre son travail. Il inclina la tête. « Vous parlez japonais ?» Ses mains s'arrêtèrent à peine une seconde avant de reprendre leur cercle lent. « Un peu ?» dit-elle simplement. « Peu de personnes dans cet hôtel le peuvent », observa-t-il d'un ton indéchiffrable. « Certainement pas à la vitesse que je viens de voir. » Clara baissa les yeux vers la surface polie de la table. « Je l'ai seulement aidé à trouver l'étage, dit-elle. Il avait peur d'être en retard. » Un court silence s'installa entre eux. Les sons du hall s'atténuèrent un instant. Monsieur Voss l'observa, son regard non pas dur, mais évaluateur, comme un artisan examinant le veinage du bois avant d'y poser sa lame. « Où as-tu appris ?» demanda-t-il. Clara haussa légèrement les épaules. « À la maison. » C'est inhabituel pour une enfant de 10 ans. Un silence s'installa de nouveau, elle n'en dit pas davantage et il n'insista pas bien que ses yeux se soient à peine plissés comme s'il rangeait cette réponse incomplète dans un tiroir pour plus tard. Il jeta un regard vers le comptoir de la réception où Monsieur Aldric Coursier s'échinait encore à calmer la cliente au chapeau crème. « Parfois, dit Voss presque pour lui-même, la bonne personne n'est pas celle qu'on attend. Puis, plus directement, viens avec moi un instant. » Clara hésita. Elle devait finir les tables avant le déjeuner et sa mère préférait qu'elle reste là où elle pouvait la voir, mais Monsieur Voss n'avait pas l'air de proposer. Il avait l'air de quelqu'un qui savait déjà qu'elle le suivrait. Elle acquiesça d'un signe de tête. « Oui, monsieur !» Ils se dirigèrent vers l'ascenseur de service, se faufilant entre les clients et les employés. Sa foulée était longue, mais il ralentit à peine pour qu'elle puisse le suivre. Clara remarqua la façon dont les gens réagissaient à son passage. De légers redressements de posture, des salutations rapides et polies, et ces conversations qui s'interrompaient une fraction de seconde. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un tintement étouffé, révélant le monde plus silencieux situé derrière les étages publics. Des parois d'acier inoxydable, l'odeur de café provenant d'une salle voisine et le bourdonnement des machines. Elle entra, les portes se refermèrent doucement en ayant un doucement derrière. Pour la première fois de la journée, Clara sentit le rythme de son travail se briser et autre chose commencer. L'ascenseur de service montait dans un ronron bas qu'on sentait plus dans les pieds que dans les oreilles. Clara se tenait près du panneau, les mains croisées devant elle, tandis que Monsieur Voss appuyait sur un bouton marqué PH. Elle n'avait jamais vu personne monter plus haut que le 12e étage. Le trajet fut bref. Quand les portes s'ouvrirent, l'air changea aussitôt. Plus frais, plus léger, chargé du léger parfum de lavande et de café torréfié. La lumière inondait l'espace par de hautes parois vitrées si éclatantes que Clara dut cligner des yeux. Ils débouchèrent dans le restaurant panoramique.
Il n'était pas encore ouvert, mais toutes les tables étaient déjà dressées, nappes blanches impeccables, argenterie polie, serviettes pliées comme des origamis. Les verres accrochaient la lumière en prismes délicats qui se dispersaient sur le sol de marbre. De cette hauteur, la ville s'étendait dans toutes les directions. Toits parisiens, flèches d'église et l'éclat de la Seine découpant l'horizon. Le ciel paraissait plus proche ici. « Attention à tes pas !» dit Monsieur Voss, sa voix douce, non condescendante. Clara obéit, prenant garde de ne pas effleurer les chaises en suivant son guide entre les tables. Elle aperçut son propre reflet, petite, cheveux pâles, déplacés dans les verres à vin. Il la conduisit jusqu'à un long comptoir de chêne où 2 serveurs disposaient des assiettes de dessert. Ils levèrent brièvement les yeux, la curiosité traversant leurs regards, puis reprirent leur tâche. Ici, dit Voss à voix basse, c'est l'endroit où se tiennent des conversations qui peuvent changer une carrière ou y mettre fin. Il n'élabora pas. Derrière le comptoir, une porte étroite entr'ouverte. Il la poussa, révélant un petit salon privé. À l'intérieur, l'ambiance changea encore. Fauteuil profond en cuir bordeaux, rayonnage de livres reliés, une table basse garnie d'un service à café. L'air y était feutré, isolé des tintements et murmures extérieurs. De l'autre côté de la pièce se tenait Monsieur Aldric Coursier et la femme au chapeau crème. Elle parlait par phrases brèves et tranchantes, son anglais alourdi d'un accent japonais. Coursier souriait trop, les mains croisées devant lui comme un homme tentant de masquer qu'il ne comprenait rien. Quand ils remarquèrent Clara, 2 paires d'yeux se posèrent sur elle, ceux de la femme légèrement surpris, ceux de Coursier traversés d'un éclair de confusion. « C'est d'elle que je vous ai parlé », dit simplement Voss. Coursier les regarda tour à tour. « La fille de la gouvernante ?» demanda-t-il sans baisser la voix. Clara sentit les mots, mais son visage resta impassible. Elle entra, l'odeur de café frais l'enveloppant comme une brume douce. Le salon privé semblait avoir sa propre gravité, aspirant les sons et ralentissant le temps. Monsieur Voss désigna un des fauteuils en cuir. Elle hésita. Ce mobilier était destiné aux clients, pas à des gens comme elle, mais son regard ferme lui dit que ce n'était pas une proposition. Elle s'assit au bord, les mains croisées sur ses genoux. La femme au chapeau crème l'observa de près sans parler. Clara soutint son regard un bref instant, puis le détourna vers le service à café. La porcelaine, si fine qu'elle paraissait luire, laissait échapper une vapeur délicate du bec de la cafetière. « Clara, » commença Voss, « je veux que tu leur dises comment tu as appris le japonais. » Sa voix fut calme mais assurée. « L'ami de ma mère me l'a appris. » Cet ami demanda Coursier en se penchant légèrement. Il était japonais. Clara acquiesça une fois. « Oui, monsieur, il s'appelait Erudoe. » L'expression de la femme s'adoucit à peine à ce nom, sans autre signe. « Erudo travaillait avec mon père, » poursuivit Clara. Elle ne les regardait plus, son regard flottait au-delà. Il parlait japonais quand il ne voulait pas que d'autres comprennent. Parfois, il m'apprenait des mots. Plus tard, quand... Sa phrase s'interrompit, comme si elle avait atteint une limite qu'elle n'était pas prête à franchir. Monsieur Voss n'insista pas. « Et tu as continué à pratiquer ?»« Oui. Comment ?» demanda Coursier, son ton penchant vers le scepticisme. « J'avais des livres, » dit Clara, « et j'écoutais des enregistrements. Erudo me les envoyait, ma mère me laissait les écouter le soir quand elle finissait son travail. Nous échangions des lettres, il corrigeait ma grammaire, je recommençais. » Les yeux de la femme au chapeau crème restèrent fixés sur Clara avec une acuité nouvelle, comme si elle la pesait. Dans le silence qui suivit, le tic-tac d'une petite horloge en laiton sur l'étagère sembla assourdissant. Les mains de Clara restèrent immobiles sur ses genoux. Elle avait appris depuis longtemps que se précipiter pour expliquer donnait l'impression qu'on cherchait à se justifier. S'il voulait la croire, il le ferait. Monsieur Voss déplaça légèrement son poids. « Elle est ici parce que nous avons un problème, » dit-il aux autres. « Un problème que nous ne pouvons pas résoudre avec des manuels de conversation et des sourires polis. » Coursier paraissait peu convaincu, mais la femme au chapeau crème esquissa le plus infime des hochements de tête. « Voyons voir, dit-elle en japonais. » Clara répondit dans la même langue sans la moindre hésitation. Ses doigts se crispèrent un instant sur ses genoux tandis que la conversation se poursuivait. La femme, toujours en japonais, posa une question qui aurait déconcerté la plupart des adultes. Clara répondit avec aisance, presque sans réfléchir, mais son esprit fit un détour vers le petit appartement qu'elle appelait autrefois chez elle. Les lettres de Erudo arrivaient tous les 15 jours. Elles portaient l'odeur légère d'encre et de vieux papier, chacune pliée avec un soin méticuleux.
Elle se rappelait les soirs où, assise sur le sol aux côtés de sa mère, elle rassemblait quelques bougies quand l'électricité manquait, relisant encore et encore ses lettres jusqu'à ce que chaque trait d'un caractère lui paraisse une extension de sa propre main. Sa mère, Elena, avait toujours été douce mais ferme. « Apprends en silence, Clara, lui disait-elle. Le monde ne tend pas la main à ceux qu'il choisit d'ignorer. » Clara hochait la tête, retenant ses larmes, car l'absence de son père avait laissé sur elle un poids invisible, mélange de peur, de fierté et de chagrin muet. À présent, assise dans le salon baigné de soleil, Clara sentit ce passé redevenir vif. Elle avait appris très tôt la discipline, pas celle des écoles ou des sports, mais celle née de la nécessité. Préparer les repas pour sa mère, tenir l'appartement propre, écouter plus que parler, tout cela l'avait entraînée à observer, anticiper, agir avec précision. La voix de Monsieur Voss la ramena. Elle a persévéré tout en assumant toutes les autres tâches à la maison, dit-il doucement, presque pour lui-même. Rien ne lui a été donné. Coursier fronça les sourcils, incertain de devoir contester ou non. Clara ne le regarda pas. Elle pensait déjà à la prochaine question, à la prochaine phrase. Ces mots se plaçaient mentalement comme des pièces sur un échiquier. Un souvenir ressurgit, bref mais vif. Une petite librairie, inondée de lumière sur des dictionnaires de japonais. Clara perchée sur un tabouret de bois, traçant les caractères du bout des doigts tremblants. Les corrections de Herudo étaient sévères mais bienveillantes, toujours accompagnées d'une marge d'encouragement. La précision compte, Clara, disait une de ses notes. Même dans ce silence, le présent revint s'imposer. Clara répondit à la question suivante de la femme sans hésitation. Chaque mot était clair, mesuré, assuré. Elle avait appris à donner du poids à sa voix sans ornement, reflet d'années passées sous une instruction patiente dans le silence et l'attente. « Votre dévouement est remarquable », dit la femme doucement, presque admirative. Clara hocha une seule fois la tête, un geste petit mais composé. Elle n'expliqua pas ses sacrifices, ce n'était pas nécessaire, sa persévérance parlait plus fort que n'importe quelle histoire. Monsieur Voss se renversa légèrement en arrière, l'observant avec ce calme calcul qu'il portait toujours. En cet instant, Clara comprit quelque chose. L'étape suivante ne testerait pas seulement son savoir-faire, elle testerait la capacité du monde à voir sa valeur à travers la force silencieuse qu'elle avait cultivée dans l'ombre. La porte du salon s'ouvrit sur un couloir menant à une petite salle de conférence. Clara suivit Monsieur Voss et la femme en silence, ses pas prudents, mesurés. Le sol poli reflétait les lumières au plafond, donnant l'impression que la pièce s'étirait davantage. À l'intérieur, quelques cadres supérieurs étaient regroupés près d'une table sombre et lisse, des papiers épars, des ordinateurs portables ouverts. En tête de table, Aldric Coursier se penchait sur un dossier, visiblement frustré. « J'ai essayé tous les interprètes », grommela-t-il presque pour lui-même en tapotant le dossier du bout de l'ongle. « Aucun n'arrive à comprendre les notes de ce client. » La femme au chapeau crème regarda Clara. « C'est le moment », dit-elle doucement. Clara déglutit, maîtrisant sa respiration. Le problème n'était pas la langue elle-même, le japonais lui était familier, presque une seconde nature. C'était le poids des attentes, les regards d'étrangers la jugeant avant même qu'elle ne parle. Elle avança, calme et sûre. Elle s'inclina légèrement au-dessus du dossier, parcourant les notes manuscrites d'un œil exercé. Chaque trait d'encre, chaque espacement irrégulier lui révélait non seulement les mots, mais aussi les intentions derrière. Le client avait écrit d'une main précipitée, presque paniquée, mélangeant tournure familière et terminologie commerciale. La plupart des adultes auraient trébuché. Clara, elle, le lisait comme une carte suivant les lignes du sens avec aisance. « Excusez-moi », dit-elle, sa voix petite mais précise, attirant l'attention de la salle. Coursier se retourna brusquement, l'expression sceptique. Clara se mit à parler, d'abord lentement, puis avec une aisance croissante, traduisant les notes en français avec une nuance exacte. Les cadres se penchèrent, certains échangeant des regards dubitatifs, d'autres prenant des notes frénétiques, comprenant que cette traduction n'était pas seulement correcte mais perspicace. Le front de Coursier se plissa. « Elle est juste », dit-il à voix basse, l'incrédulité gagnant son ton.
Il jeta un coup d'œil à la femme qui acquiesça presque imperceptiblement. La tension dans la salle se déplaça, les chuchotements commencèrent, curieux pour certains, incrédules pour d'autres. Clara resta immobile, entièrement concentrée sur le texte devant elle. Indifférente aux perceptions changeantes, chaque phrase qu'elle livrait portait un poids sans emphase, sa présence calme amplifiant la clarté des mots. Un silence soudain tomba lorsqu'elle acheva la dernière page, lourd, délibéré. Puis, lentement, un des cadres se renversa dans son fauteuil, un sourire esquissé. Un autre soupira bruyamment, soulagé. Même les lèvres de Coursier tressaillirent, comme si la prise de conscience du talent de Clara s'installait en lui, avec un respect réticent. Monsieur Voss, debout légèrement en retrait, hocha doucement la tête d'un geste qui signifiait sans un mot cela devait arriver. Clara, toujours maîtresse d'elle-même, reposa le dossier à sa place sur la table. Elle ne parla pas davantage, laissant le moment durer. La salle avait changé, elle, non. Mais à partir de là, la perception de ce qu'une fille de gouvernante pouvait accomplir commençait à basculer. La pièce resta immobile un instant après qu'elle eut rendu le dossier. Le faible ronronnement de la climatisation semblait plus fort. Le bois poli de la table reflétait les visages troublés des cadres, encore incapables d'absorber pleinement ce qui venait de se produire. Aldric Coursier prit finalement la parole, sa voix basse mais marquée d'un respect contraint. « Je ne pensais pas que quelqu'un puisse faire cela. » Ses doigts tambourinèrent légèrement sur le dossier, hésitant, comme s'il craignait que reconnaître ses compétences ne vienne ébranler la hiérarchie dont il dépendait. D'autres voix s'élevèrent, plus discrètes, plus posées. Elle est précise. Chaque nuance est respectée. Ce n'est pas seulement de la traduction, c'est de l'interprétation à un tout autre niveau. Eh bien, les murmures se répandirent comme une vague douce, subtile mais irrésistible. Clara remarqua d'abord le changement de posture. Les épaules redressées, les yeux relevés, les gens qui se penchaient vers elle au lieu de s'écarter. Monsieur Voss observait depuis le côté, les bras croisés, le visage impassible. Il avait attendu ce moment, que son talent parle plus fort que n'importe quelle présentation ou recommandation. Et c'était exactement ce qui se produisait. La femme au chapeau crème jeta un regard à Clara et, pour la première fois depuis son entrée, une lueur de chaleur traversa ses yeux. « Remarquable », dit-elle doucement, en japonais, comme si elle s'adressait directement aux années de préparation silencieuse de Clara. Clara se contenta d'incliner légèrement la tête, les mains jointes, laissant l'accolade trouver sa place sans exagération. Elle avait appris depuis longtemps que la fierté devait rester intime, mais que l'habileté, elle, était publique. Une jeune cadre, les lunettes glissant sur son nez, se pencha vers une collègue. Est-ce qu'elle vient vraiment de... Sa voix s'éteignit, la collègue acquiesça, tout aussi stupéfaite, les deux chuchotant avec précaution pour ne pas briser le nouveau climat de la pièce. Même le scepticisme de Coursier s'érodait visiblement. Il se redressa, se frotta la nuque et laissa finalement s'échapper un sourire crispé. La tension qu'il avait habité au début, son irritation, ses doutes, s'étaient transformés en autre chose. Reconnaissance, respect. Une reconnaissance subtile mais puissante, que la présence discrète de Clara portait une autorité véritable. À l'extérieur de la salle, la réceptionniste et quelques employés de passage remarquaient déjà le regroupement des cadres, curieux. Les murmures filtraient au-delà des portes, portés par un souffle de curiosité et d'admiration hésitante. Clara était devenue que le centre de l'attention sans élever la voix, sans exiger de reconnaissance, simplement en étant précise, posée et capable. Elle rassembla ses notes, prête à partir. Son calme, même alors que la salle bourdonnait doucement, avait quelque chose de magnétique. Il attirait les regards, imposait subtilement le respect. Elle ne cherchait pas l'approbation, elle n'en avait pas besoin. Il suffisait que la preuve de ses compétences ait parlé pour elle. Monsieur Voss laissa échapper un petit sourire. Il avait perçu son potentiel avant quiconque. Et désormais le monde, ou du moins ce petit coin du monde, commençait à le percevoir aussi. Clara se dirigea vers la porte avec une dignité tranquille, quittant une pièce subtilement transformée par sa seule présence. Dès le milieu de l'après-midi, le discret retentissement de son exploit s'était répandu dans l'hôtel comme un courant invisible.
Les employés, qui auparavant passaient après d'elle sans un regard, échangeaient désormais un coup d'œil furtif, un demi-sourire, un sourcil levé, de petites marques de reconnaissance qui portaient bien plus que de simples politesses. À la cafétéria, un groupe d'assistantes juniors chuchotait quand elle entra pour prendre son thé habituel. « Tu as entendu, la petite qui nettoie les sols ?» L'une s'interrompit, baissant la voix comme si le dire à haute voix pouvait briser l'incroyable. Elle a traduit parfaitement les notes du client. Une autre secoua la tête. « Je croyais à une erreur, mais Coursier, même lui, a dû l'admettre. » Clara passa devant elle en silence, son plateau tenu avec soin, le regard droit. Elle percevait le changement subtil dans la posture, la légère hésitation des conversations. Elle ne connaissait pas son histoire, elle n'avait pas besoin. Sa présence seule portait désormais un poids tranquille, celui qui impose l'attention sans la réclamer. Près des ascenseurs, des agents d'entretien et de sécurité la saluèrent d'un signe imperceptible. Un jeune agent de propreté, Miguel, qui balayait souvent les couloirs à ses côtés, croisa son regard. Il lui fit un petit signe de pouce timide. Clara répondit par un infime hochement de menton, une reconnaissance sans cérémonie. Dans le salon où elle avait fait ses preuves pour la première fois, la femme au chapeau crème et Monsieur Voss observaient depuis une porte entr'ouverte. « Il remarque, » dit doucement Voss. La vérité circule plus vite que n'importe quelle note de service quand elle s'impose d'elle-même. La femme esquissa un sourire fin, sa voix douce mais acérée. Et certains résisteront à le remarquer juste pour voir si cela tient. Clara, inconsciente d'être observée, avait déjà repris ses tâches habituelles, essuyant les comptoirs et redressant les chaises avec son efficacité coutumière. Pourtant, l'air autour d'elle avait changé. Les conversations qu'il ignorait autrefois s'ornaient désormais de chuchotements spéculatifs. Le scepticisme subsistait dans certains regards, la curiosité dans d'autres, l'admiration dans quelques-uns. Même les étages supérieurs répercutaient des échos de son exploit. Des cadres qui avaient toujours relégué le personnel d'entretien au second plan parlaient d'elle à voix basse. « Elle est remarquable, je ne m'y attendais pas, surveillez-la !» Le réseau des murmures était une reconnaissance silencieuse, une vague invisible de réajustement. Clara le sentait sans l'avoir recherché. Elle avait appris depuis longtemps que l'influence ne demandait pas d'esbroufs, seulement une présence constante et une compétence indéniable. À la fin de la journée, le bruissement discret des conversations formait un courant souterrain que même Coursier ne pouvait plus ignorer. Le bâtiment lui-même semblait respirer autrement, comme s'il reconnaissait qu'une enfant longtemps invisible était désormais quelqu'un qu'il fallait voir. Clara s'essuya les mains sur son tablier, jeta un bref regard à Monsieur Voss et s'autorisa le plus léger des sourires maîtrisés. Le travail continuait, mais la perception avait changé. La vague silencieuse de reconnaissance ne faisait que commencer et rien ne pourrait l'arrêter. La journée avait commencé calmement, avec le bourdonnement habituel des bureaux et la légère odeur de bois ciré et de café. En fin d'après-midi, l'immeuble avait pris un rythme plus réfléchi. L'écho des chuchotements persistait encore dans les couloirs. Clara rangeait des chaises dans le salon lorsque Monsieur Voss s'approcha, ses chaussures vernies glissant à peine sur le parquet. « Clara, » dit-il, sa voix égale, mesurée, sans trace de fanfare. Elle se redressa, plaça la dernière chaise en ligne et le regarda calmement. « Je t'observe depuis un moment, » poursuivit-il, gardant ses distances, attentif à ne pas l'envahir. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement avec les notes. Son ton suggérait qu'il l'avait observée depuis plus longtemps qu'elle ne l'imaginait. Clara inclina légèrement la tête, signe qu'elle écoutait, mais resta muette. « Il y a un poste que j'aimerais que tu considères, » dit-il. Il fit une pause, laissant ses mots s'installer comme pour tester sa réaction. « Ce n'est pas une faveur, ni un geste symbolique, c'est mérité. Tu as démontré une précision, un sang-froid et une lucidité que la plupart de nos employés formés n'ont pas. » Les doigts de Clara se croisèrent devant elle, se crispant légèrement sur le tissu de son tablier. Elle s'attendait à être reconnue, mais une offre cachait toujours des intentions. « Quel genre de poste ?» demanda-t-elle, la voix neutre. « Un rôle d'assistance sur les traductions prioritaires, la liaison avec certains clients et l'analyse de documents, » expliqua Monsieur Voss. « C'est exigeant, visible et cela te placera dans la même pièce que ceux qui ont jusque-là rejeté tes compétences. J'ai besoin de quelqu'un capable d'agir sous pression, sans ostentation, sans que l'ego ne vienne interférer. Cette personne, c'est toi. » Clara y réfléchit en silence.
pesant non seulement l'opportunité, mais aussi ses implications. Deviendrait-elle une présence symbolique mise en avant pour un seul succès, ou bien était-ce une véritable reconnaissance de ses capacités? Elle avait appris la prudence, la patience et la vie et la valeur de l'observation avant l'action. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle doucement, les yeux droits rencontrant les siens. Voss esquissa un mince rire, respectueux de son contrôle. « Alors tu continues comme tu l'as toujours fait, discrètement excellente, laissant ta marque d'une manière que peu remarqueront. Mais le travail que tu as accompli aujourd'hui montre que tu es capable de plus. Et ce plus aura du poids. » Les lèvres de Clara se pincèrent un instant, puis, lentement, elle hocha la tête, ni dans l'enthousiasme, ni dans la soumission, mais dans une acceptation mesurée. Elle comprenait le défi. La compétence seule ne suffirait pas à lui garantir le respect ici. Il lui faudrait naviguer entre perception, scepticisme et attente avec la même précision qu'elle mettait dans son travail. « Très bien, dit-elle, sa voix calme, presque solennelle. J'y réfléchirai. » Voss inclina la tête, geste de reconnaissance plus que de triomphe. « C'est tout ce que je demande, pas de promesses, pas de spectacle, juste le travail bien fait. » Lorsqu'il se détourna, Clara resta immobile, absorbant la gravité tranquille de l'offre. C'était une porte qui s'ouvrait, oui, mais aussi un test qui exigerait non seulement des compétences, mais aussi de l'assurance, de la patience et une parfaite maîtrise d'elle-même. Les murmures à l'extérieur allaient bientôt s'intensifier, mais pour l'instant, dans ce court moment, Clara gardait le contrôle. Le lendemain matin, la lumière filtrait à travers les hautes baies vitrées de l'aile exécutive, accrochant les surfaces polies et l'éclat subtil des poignets en laiton. Clara entra dans l'espace avec une tranquille assurance, sa petite silhouette presque engloutie par l'ampleur de la pièce. L'air y portait une odeur de cuir, d'encre et d'expresso soigneusement préparé, un monde à part des relents de produits d'entretien et de cire auquel elle était habituée. Elle tenait un simple carnet et un stylo. Son uniforme avait été remplacé par une robe sobre, taillée sur mesure, d'un gris discret. Professionnelle, épurée, un choix délibéré pour se fondre sans attirer l'attention. Chaque pas était mesuré, chaque mouvement réfléchi. Elle avait longtemps pratiqué l'invisibilité, mais ici, l'invisibilité ne servirait pas. La présence et la précision primeraient. Ses nouveaux collègues suspendirent un instant leur conversation en la voyant passer. Certains la dévisageaient ouvertement, leurs yeux se plissant légèrement. Évaluateur, Marcel, analyste senior aux traits acérés dans son costume bleu marine impeccable, haussa un sourcil. « Alors, c'est elle, la petite... murmura-t-il à l'oreille de son voisin. L'autre acquiesça, incertain de devoir être impressionné, sceptique ou légèrement irrité par ce bouleversement de la hiérarchie. Clara salua poliment d'un signe de tête, sans un mot. Les mots étaient inutiles pour une première impression. Le maintien et l'attention aux détails parlaient plus fort que les discours. Elle gagna son poste de travail assigné. Un bureau compact, niché entre des rayonnages montant jusqu'au plafond. Elle y posa son carnet, prit un moment pour disposer le matériel, stylos alignés, dossiers empilés par taille, tablettes chargées, un rituel qui l'apaisait et projetait une autorité tranquille. La première tâche arriva presque aussitôt, un dossier client à traduire, vérifier et croiser avec d'autres références. Ses collègues observaient depuis la périphérie, certains murmurant, d'autres ouvertement sceptiques. Marcel s'adossa à sa chaise, les bras croisés, attendant manifestement un faux pas. Clara ne broncha pas. Elle parcourut les documents, son écriture précise, sa compréhension immédiate, corrigeant les incohérences avec une efficacité calme. À la mi-matinée, un murmure discret s'était déjà répandu parmi le personnel. « Elle est minutieuse », chuchota Anna, une assistante junior, la voix partagée entre l'incrédulité et l'admiration. « Plus rapide que quiconque que j'ai vu ». Clara aperçut ce léger glissement dans la dynamique. Là où elle avait été ignorée, elle était désormais observée. Là où ses compétences avaient été invisibles, elles étaient maintenant discrètement reconnues. Pourtant, elle restait contenue, concentrée sur le travail lui-même plutôt que sur les réactions. Elle savait que la reconnaissance était fragile. Elle pouvait disparaître si on la poursuivait trop avidement. À l'heure du déjeuner, même la posture de Marcel s'était légèrement adoucie, non pas en signe d'approbation, mais en reconnaissance mesurée. Clara, petite et posée, commençait à occuper une place qu'elle n'avait jamais tenue auparavant.
non par l'éclat, mais par la précision, le calme et une compétence indéniable. Lorsqu'elle quitta son bureau pour une courte pause, elle jeta un œil par la fenêtre sur la cour intérieure où continuaient les rythmes familiers de son ancienne vie. Elle ne ressentit ni regret ni nostalgie, seulement une lucidité tranquille. Ce jour marquait un seuil qu'elle franchirait avec soin et détermination. La salle de conférence était inhabituellement silencieuse, le bourdonnement de la ville n'était qu'une vibration étouffée derrière les vitres épaisses. Clara entra, son carnet serré sous un bras, une expression neutre masquant le frisson d'anticipation qu'elle éprouvait. Autour de la longue table en acajou, cadres et analystes étaient rassemblés, leurs costumes impeccables, leurs regards encore plus acérés. Marcel était assis près de la tête de la table, les bras croisés, ouvertement sceptiques. « C'est un dossier client critique », commença à Monsieur Voss, son ton délibéré. La moindre erreur pourrait nous coûter des millions et entacher notre réputation. Nous avons besoin d'une exactitude absolue et cela doit être fait en moins de 30 minutes. Son regard s'attarda sur Clara, subtil mais indéniable. Le poids de l'attente ne se mesurait pas en volume mais en intensité silencieuse. Clara acquiesça, s'agenouillant brièvement pour s'assurer que son stylo était prêt, sa tablette correctement posée. Elle avait pratiqué cette discipline d'innombrables fois dans des détails invisibles, revérifier, remarquer les motifs, repérer les incohérences que d'autres ignoraient. À présent, tout était amplifié. On lui remit les documents. Chaque page était remplie de tableaux complexes, de données chiffrées et de fragments de notes en langue étrangère. Ses yeux se déplacèrent avec une concentration mesurée, absorbant les détails, croisant mentalement les références, traduisant les phrases et corrigeant les erreurs au fur et à mesure. La salle restait muette, hormis le léger frottement de sa plume et quelques raclements de gorge. Les minutes s'allongèrent dans une tension palpable. Le front de Marcel se plissa. Même les analystes les plus confiants se remuèrent subtilement, certains murmurant à voix basse, d'autres lançant des regards rapides vers Clara. Elle remarquait tout, le léger tripotement des mains, la crispation des mâchoires, le poids du doute non exprimé. Elle ne broncha pas. Chaque correction, chaque traduction vérifiée, chaque ajustement méticuleux était précis, délibéré. À la 28e minute, elle referma le dernier dossier et posa son stylo. Elle leva les yeux, rencontrant un à un les regards dans la salle, calme et assuré. Le silence qui suivit fut épais, volontaire, puis Monsieur Voss expira doucement. « Impeccable !» Sa voix, basse mais claire, résonna dans la pièce. La posture de Marcel se redressa, une lente reconnaissance s'installant dans ses épaules. Des murmures commencèrent, une vague d'étonnement se répandant parmi le personnel. Même ceux qui l'avaient méprisé auparavant l'observaient désormais avec un respect prudent. Clara ne sourit pas, ne chercha pas à attirer l'attention. Sa présence, calme et inébranlable, suffisait. Elle avait convaincu non par l'esbrouf, mais par la maîtrise et le contrôle tranquille. Plus tard, alors qu'elle quittait la salle, son carnet serré contre elle, Annika l'aborda, les yeux écarquillés. « Je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça », murmura-t-elle, la voix mêlée de stupeur et d'admiration. Clara hocha légèrement la tête, un signe discret, laissant ses actions parler là où les mots étaient insuffisants. Dehors, le bourdonnement de la ville sembla de nouveau lointain. Dans ce petit espace délibéré de réussite, Clara avait prouvé que le talent, la concentration et l'autorité silencieuse pouvaient imposer la reconnaissance non par le bruit, mais par l'exactitude et la présence. Le lendemain matin, le bureau vibrait d'une tension subtile, un fil de spéculation chuchotait parcourant les couloirs et les bureaux vitrés. Clara arriva comme à son habitude, carnet en main, cheveux tressés, robe sobre et repassée. Rien n'annonçait sa présence, pourtant quelques têtes se tournèrent discrètement. Les collègues savaient désormais qu'elle n'était pas une nouvelle venue ordinaire. Marcel s'approcha le premier, sans mot de félicitations, mais avec un signe mesuré. « Les retours du client sont arrivés », dit-il, sa voix sèche mais pas hostile. « Exécution parfaite. Ils ont demandé que ton travail soit mis en avant dans le rapport trimestriel. » Clara marqua une pause, ses doigts effleurant le bord de son carnet. Ce n'était pas l'annonce en elle-même qui comptait, mais la reconnaissance que ses efforts méticuleux, discrets, avaient de la valeur. Pas d'applaudissements, pas de spectacle, seulement l'acte simple d'une reconnaissance officielle. Elle suivit Marcel jusqu'à la salle de conférence centrale. Sur le grand écran, le rapport trimestriel était affiché. Parmi les pages de graphiques et de tableaux, les notes du client avaient été retranscrites. Et à côté de la section que Clara avait corrigée avec précision, son nom apparaissait, préparé par Clara Dubois.
Un silence parcourut les observateurs. Certains visages exprimaient la curiosité, d'autres une pointe d'envie, et quelques-uns, comme celui de Marcel, s'adoucirent d'un respect mesuré. Le bavardage habituel de la salle s'était effacé, remplacé par la reconnaissance silencieuse qu'une personne négligée, sous-estimée, autrefois invisible, avait produit un travail impossible à ignorer. Près de la porte, Anna murmura « Je n'aurais jamais cru voir ça ». Clara répondit d'un petit hochement de tête presque imperceptible. Elle n'avait pas besoin de louanges, la reconnaissance elle-même, publique et officielle, suffisait. Tandis que les collègues chuchotaient entre eux, Clara regagna son bureau. Chaque pas était délibéré, chaque mouvement mesuré. La reconnaissance symbolique n'était pas un cadeau, elle était méritée. Chaque correction, chaque traduction, chaque calcul précis l'avait menée à cet instant. Et pourtant, elle restait humble, composée, déjà tournée vers la tâche suivante. Plus tard, tandis qu'elle regardait à travers les parois vitrées la ville animée en contrebas, elle s'accorda une brève réflexion. La reconnaissance pouvait être éphémère et le véritable talent exigerait toujours discipline et constance. Pourtant, ce jour marquait un seuil, une preuve subtile mais indéniable que la présence, la maîtrise silencieuse et la concentration inébranlable pouvaient ouvrir un espace même dans des mondes jusqu'alors fermés. Un mince sourire effleura ses lèvres, le premier depuis longtemps. Clara retourna à son travail, ses gestes aussi précis et contenus que jamais, consciente que la grandeur n'avait pas besoin de fanfare pour exister. Parfois, il suffisait d'une reconnaissance discrète de son existence. Un nom sur une page, un signe de tête, une salle qui désormais en avait été témoin. Le bureau reprit son rythme habituel, le cliquetis des claviers et le murmure des conversations en sourdine formaient de nouveau la toile de fond constante. Clara se déplaçait comme toujours, composée, délibérée, presque invisible. Pourtant, la conscience subtile de sa présence avait changé. Les collègues levaient les yeux plus souvent, leurs expressions mêlant curiosité, respect prudent ou admiration discrète. Ce fut Anna, l'assistante junior, qui l'approcha la première durant un moment de calme dans la matinée. Elle tenait dans sa main une petite note pliée, ses doigts tremblant légèrement. Je voulais te dire merci, murmura-t-elle, pour m'avoir montré que prêter attention, vraiment prêter attention, ça compte. Elle tendit la note à Clara sans croiser son regard. Clara l'accepta avec son habituelle retenue silencieuse, dépliant le papier. À l'intérieur, quelques lignes écrites avec soin. « Tu m'as rappelé que de petites actions accomplies avec soin peuvent te parler plus fort que les mots. J'essaierai de mieux remarquer. Annika. » Ses lèvres esquissèrent le plus léger des sourires, une douce reconnaissance de l'onde qu'avait créée sa présence discrète. Plus tard, Monsieur Voss s'arrêta à son bureau, chose inhabituelle pour quelqu'un de son rang. « Clara, dit-il doucement, la voix baissée pour que les autres n'entendent pas. Ton travail d'hier, la précision, le timing, nous a évité une catastrophe. Je ne l'exprime pas toujours, mais sache que ce n'est pas passé inaperçu. » Il lui tendit une poignée de main brève mais ferme, geste plus sincère que n'importe quelle annonce officielle. Tout au long de la journée, de petits signes s'accumulèrent. Une tasse de café soigneusement préparée, laissée sur son bureau. Un discret hochement de tête de Marcel en passant. Un dossier rendu avec une coche d'approbation. Chacun, discret, portait un poids bien plus grand que les mots. En fin d'après-midi, Clara se retrouva au bord de la terrasse, regardant la ville. Le vent lui balayait les cheveux et elle pensa aux années passées dans l'ombre, aux longues heures de tâches invisibles. À présent, par de petits gestes silencieux, elle sentait la reconnaissance se diffuser autour d'elle, intime et personnelle plutôt que grandiose ou ostentatoire. Un souvenir traversa son esprit, sa mère lui enseignant à accomplir chaque tâche avec soin, même quand personne ne regardait. Ses leçons avaient forgé cette résilience tranquille, cette capacité à imposer l'attention sans la demander. Les gestes de ses collègues n'étaient pas de simples remerciements, ils validaient ses principes, sa rigueur, sa patience. Clara retourna à son travail avec la même précision qu'à l'accoutumée, mais son fardeau semblait plus léger. La gratitude discrète qu'elle recevait n'était pas une mise en scène, c'était un reflet de la vérité, une reconnaissance du talent sans fanfare et de la présence sans spectacle. En ces petits instants, elle retrouvait sa dignité, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les mains invisibles qui bâtissaient le monde. La salle du conseil paraissait plus froide que d'habitude ce matin-là. Clara s'assit à l'extrémité de la table, les mains jointes, écoutant Monsieur Hughes passer en revue le succès du récent accord, celui qu'elle avait rendu possible. À mi-chemin, une voix nouvelle s'éleva. « Impressionnant !»
dit Monsieur Stanton, un cadre aux cheveux argentés, réputé pour briser des carrières. Mais allons-nous vraiment attribuer le mérite de cela à une enfant ? Son ton était désinvolte mais tranchant comme une lame. Quelques personnes se remuèrent, mais mal à l'aise. Monsieur Hughes garda le silence. Il observait Clara. Stanton s'adossa. « Je ne veux pas paraître sévère, mais soyons réalistes. Elle est la fille de la gouvernante. Pas de formation officielle, aucun diplôme. Pour tout ce qu'on en sait, cette traduction relevait de la chance. Les mots tombèrent comme des pierres dans une eau calme. Clara soutint son regard sans ciller. Ce n'était pas de la chance, dit-elle doucement. Le sourire en coin de Stanton s'élargit. Alors, prouve-le ici et maintenant. Quelqu'un fit glisser un document sur la table, un contrat japonais complexe rempli de termes techniques. Clara lut en silence, son doigt suivant chaque ligne. La salle attendit. Au bout d'un moment, elle parla, calme, précise, traduisant non seulement les mots, mais la nuance cachée entre eux. Elle désigna une clause qui aurait pu coûter des millions à l'entreprise. Sa voix ne s'éleva jamais au-dessus d'un ton posé, respectueux. Quand elle eut terminé, le sourire de Stanton avait disparu. Le silence qui suivit n'était pas seulement de la surprise, c'était une réévaluation. Monsieur Hughes referma le dossier. « Je pense que cela suffit comme preuve, dit-il. » Sa voix était mesurée, mais ses yeux portaient une satisfaction discrète. Clara hocha simplement la tête, les mains de nouveau jointes. Elle ne triompha pas, elle n'en avait pas besoin. Son travail parlait plus fort que n'importe quelle défense. Pour la première fois, Stanton la regarda non comme la fille d'une gouvernante, mais comme quelqu'un qui avait sa place à cette table. Le défi survint plus tôt que prévu. En fin d'après-midi, un appel urgent arriva de Tokyo. Les partenaires étrangers de l'entreprise menaçaient de se retirer si un malentendu critique n'était pas réglé dans l'heure. Le document avait déjà été confié à 3 traducteurs. Tous avaient échoué à satisfaire le client. La voix de Monsieur Hughes était basse mais ferme. « Clara, viens avec moi. » La salle de conférence était tendue. Un appel vidéo s'alluma, révélant 4 dirigeants austères, parlant un japonais rapide. Clara se tenait juste derrière la chaise de Hughes, écoutant attentivement. Au bout de 30 secondes, elle le comprit. Un subtil changement de ton, un idiome mal traduit plutôt qui en modifiait entièrement le sens. Sans attendre d'y être invitée, elle s'avança. « Excusez-moi », dit-elle en s'inclinant légèrement vers l'écran dans un japonais impeccable. Elle s'excusa pour la confusion et reformula la position de l'entreprise avec précision et respect. Sa voix était calme, presque douce, mais ses mots portaient un poids indéniable. L'atmosphère de l'autre côté de l'écran changea. Les visages fermés s'adoucirent. L'un des dirigeants esquissa même un sourire. Ils répondirent lentement d'abord, puis avec chaleur, accord et enfin engagement à poursuivre. Lorsque l'appel prit fin, la salle resta silencieuse. « Voilà, dit Hughes en se tournant vers Stanton, voilà la différence entre la chance et la maîtrise. » Clara recula d'un pas, le visage composé. À l'intérieur, sa poitrine se serrait du soulagement discret de celle qui portait un talent secret depuis des années, incertaine qu'il servirait un jour. Stanton, à son crédit, inclina brièvement la tête. « Eh bien, je reconnais mon erreur. » Il n'y eut pas d'applaudissements. Pas de grande annonce, seulement le bruit des chaises qu'on repoussait et des papiers que l'on rassemblait. Mais dans la façon dont les regards se posaient sur elle désormais, Clara le sentit. Le passage de la curiosité au respect. Elle ne parla plus de l'après-midi, elle n'en avait pas besoin. La preuve avait été donnée. La journée touchait presque à sa fin lorsque Hughes lui demanda de rester un instant. Les autres étaient partis, leur conversation s'évanouissant dans le couloir, il s'appuya contre le bord de la table, les bras croisés. « Tu devrais leur dire quelque chose demain à propos d'aujourd'hui. Ils doivent l'entendre de toi. » Clara secoua la tête. « Je ne suis pas là pour faire des discours. Peut-être pas, répondit Hughes, mais parfois c'est la voix la plus calme qu'on écoute vraiment. » Le lendemain matin, lors du briefing quotidien, Hughes lui fit un signe. Tous les regards dans la salle se tournèrent vers la petite fille blonde debout près du service à café. Elle n'alla pas devant, n'éleva pas la voix. Elle parla simplement. « Je veux seulement dire ceci. Les gens ne ressemblent pas toujours à ce qu'ils savent, ni à l'endroit d'où ils viennent. Je suis ici parce que ma mère nettoie cet immeuble. Je l'aide parfois. C'est tout ce que vous avez vu de moi. » Son regard balaya la salle, ferme, sans ciller. Mais les compétences, elles ne disparaissent pas parce que la vie change, elles attendent jusqu'à ce que quelqu'un prenne enfin la peine de les voir.
Le silence qui suivit n'était pas gênant, seulement la conscience tranquille des gens réalisant quelque chose qu'ils auraient dû savoir depuis toujours. Elle fit une petite révérence puis recula. Pas de pause dramatique, pas d'invitation aux éloges. Hughes reprit aussitôt, aussi vif que d'habitude. Passons maintenant à l'ordre du jour. Mais l'air était différent désormais, plus léger, moins méfiant. Plus tard, alors qu'elle traversait le hall, 2 employés qu'elle connaissait à peine lui adressèrent un signe de tête. Le geste était petit mais sincère, cela suffisait. Ce soir-là, l'immeuble était presque vide. Le bourdonnement du distributeur automatique était le bruit le plus fort dans le hall. Clara était assise sur un banc bas, attendant que sa mère termine sa tournée. Elle tenait dans ses mains une petite pochette en tissu, la même qu'elle gardait depuis des années dans son sac. À l'intérieur, une seule photographie, sa mère, beaucoup plus jeune, devant une école de Kyoto. Les cheveux de Clara étaient plus courts, sa main agrippant la jupe de sa mère. C'était la dernière photo prise avant leur départ du Japon. Elle suivait les bords usés de l'image avec son pouce, le souvenir vif mais lointain. Sa mère apparut dans le couloir, les gants encore aux mains, les cheveux tirés en arrière. Elle lui adressa le même sourire fatigué qu'elle avait chaque soir. « Fini ?» demanda Clara. « Fini ?» répondit sa mère en posant la poignée du chariot de nettoyage contre le mur. Elles sortirent dans l'air du soir, de l'autre côté de la rue. Les lumières de la ville se reflétaient sur le trottoir mouillé, transformant tout le quartier en mosaïque chatoyante. Clara ne dit rien de plus, elle n'en avait pas besoin. Sa mère baissa la main et serra doucement la sienne. Quelque part derrière elle, à l'intérieur de l'immeuble, les conversations se poursuivaient sur la réunion, sur la petite fille qui parlait un japonais parfait. Peut-être que les gens la regarderaient différemment désormais. Peut-être pas, mais ici, dehors, sous le bourdonnement discret des réverbères, rien de tout cela n'avait d'importance. Clara savait ce qu'elle portait. Elle savait d'où elle venait, et c'était suffisant.